Salut et bon retour dans ces conseils estivaux du mois d'août pour manger des livres. Alors j'espère que vous allez bien tous, et j'espère que vous avez suivi mes conseils précédents. Et ben s'il n'y a rien qui vous a plu dans mes conseils précédents, une nouvelle salve. Hier on s'était arrêté avec quelques livres d'histoire. Et comme le principe de ces conseils c'est que je me mets au milieu de ma bibliothèque et je regarde mes étagères, continuons un peu dans la bibliothèque historique, un petit peu au moins. Alors, premier conseil, pour un été, pour se rafraîchir pendant l'été, tiens. Un livre qui est devenu un grand classique de ce thème, c'est Les Vikings de Régis Boyer. Alors pourquoi ce livre en particulier, puisque des livres sur les Vikings, il y en a des milliers presque. Eh ben parce que Régis Boyer en France c'est quand même le grand spécialiste des Vikings. Il est professeur à la Sorbonne et directeur aussi à la Sorbonne du centre de littérature, de civilisation et de recherche sur les Scandinaves. Donc ça fait de lui la plus grande pointure française sur les Vikings. Alors, donc son livre là, les Vikings, on peut pas faire plus simple comme titre. C'est vraiment devenu, comme je le disais, un grand classique. Et moi je me rappelle l'avoir lu il y a quelques années. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut s'initier à l'histoire de euh, nos amis Norsemen, c'est parfait. Parce que ça explique vraiment tout, leur origine, comment un bon matin du Xe siècle ils ont eu envie de commencer à piller, à voyager, à faire du commerce avec tout le reste du monde, l'empreinte durable qu'ils ont laissée sur le monde, l'origine du terme viking, parce qu'ils sont jamais appelés vikings. Par exemple, tiens, je vous l'explique ça. En vérité, les vikings, quand ils partaient les mois d'été, vu que, comme vous le savez, ils étaient des habitants de Scandinavie, donc les hivers étaient rigoureux et il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire les moissons et pour tirer de la terre suffisamment. Donc à un moment donné, la pression démographique était devenue un peu trop forte et quand ils partaient en fait en raid ou en voyage en fait simplement, c'était pas forcément des raids, ils partaient i-vikingu. I-vikingu en fait, ça voulait dire prendre la mer et aller soit faire du commerce, soit aller piller, soit découvrir des nouvelles terres. C'était ça en fait. Il disait en vieux norrois quoi, il allait i-vikingu. Et donc de ça, on a tiré leur nom, viking. Et ce Régis Boyer là, pourquoi je vous parle de lui en particulier? Donc comme je vous dis, c'est le plus grand spécialiste français de la question. Et d'ailleurs, il a traduit l'Eda. L'Eda, en fait, c'est l'équivalent de la cosmogonie, de la théogonie d'Hésiode pour les Grecs. C'est le dictionnaire de la mythologie nordique, en fait. Et il a traduit ce qu'on appelle l'Eda poétique, c'est-à-dire que vraiment, en, en norrois, c'est écrit en vers, c'est une espèce de lait qui explique toute leur cosmogonie. Et lui, il l'a traduit. C'est chez Gallimard et c'est une édition assez célèbre. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de le lire en version poétique, il y a une version en prose qui existe. Mais pour vous dire que il est vraiment spécialiste de la langue et de l'histoire et même de la mythologie. Et il a aussi été le directeur, et même je pense le principal contributeur de le volume de la Pléiade Saga islandaise. Et en réalité c'est important ce volume de la Pléiade quand on s'intéresse aux Vikings, parce que en fait, les Vikings, ils ont écrit tardivement. Comme vous le savez, ils avaient une écriture à eux qui était avec un alphabet runique, là, les fameuses runes, mais ils écrivaient pas tellement, les Vikings. Il a fallu en fait qu'ils côtoient d'autres peuples, qui s'installent véritablement dans leurs colonies, dont l'Islande était une des principales, pour que tardivement, on va dire vers le XIIe siècle ou la fin du XIe siècle, ils commencent vraiment à poser par écrit leur mythe en fait, leur mythe et leur histoire héroïque. Et en réalité, c'est la principale source qu'on a euh, de leur mythologie et de leurs principal gestes et de leur littérature en réalité. Elle était plus orale qu'autre chose. Donc voilà, il est connu pour ces trois ouvrages en particulier. Il a fait plus que ça, hein, bien sûr, mais si vous tombez sur, bon, la Pléiade, c'est
un conseil un peu cher de lecture, les sagas islandaises. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment envie de se plonger dans les mythes. Mais l'avantage des Vikings, c'est que comme c'est un ouvrage qui a 20 ou 30 ans, il existe aussi en poche là chez Tempus. Et c'est une dizaine d'euros, je crois. Et ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez envie justement de vous plonger dans l'histoire de tout un peuple pendant l'été, bah, c'est une porte d'entrée idéale. Parce qu'on a le meilleur ouvrage sur les Vikings en français. Et en restant sur les Vikings, il y a eu un ouvrage là lu par contre qui est sorti en tout cas en français il y a peut-être 2 ans et qui vient de sortir en poche. Et peut-être qui est sorti il y a 3 4 ans pour le reste du monde. C'est un universitaire américain qui s'appelle Neil Price, américain ou anglais, je sais plus, j'ai un doute, et qui a écrit une histoire des Vikings, les enfants du frêne et de l'orme. Alors pourquoi les enfants du frêne et de l'orme? Encore un petit tips, c'est que dans la mythologie nordique, en fait, Odin, The Allfather, a créé les hommes du frêne et les femmes de l'orme. Et c'est pour ça qu'on les appelle les enfants du frêne et de l'orme. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce bouquin en particulier, c'est que parce qu'il est devenu instantanément un livre de référence sur les Vikings. Vous savez, souvent, après des fois 10 15 ans de marasme dans une discipline, ou en tout cas dans, dans un secteur, par exemple l'histoire des Vikings, là où ça pourrait être l'histoire des Celtes ou l'histoire des Romains, parfois il y a un auteur qui vient qui met un bon coup de pied dans la fourmilière, qui dépoussière tout et qui réécrit en fait une histoire euh, qui devient instantanément un classique, qui remet les choses à leur place, quoi, en gros, et qui apporte un nouvel éclairage, un nouvel angle, de nouvelles informations archéologiques. Et en fait, c'est ce que fait ce prof là, Neil Price. Donc c'est disponible ça aussi en poche. Et ça coûte pas très cher. Donc ça fait 2 conseils pour le prix d'un sur les Vikings. Un bien français, Régis Boyer, et un anglo-saxon, Neil Price. Ça vous va? On continue un petit peu dans l'histoire. Alors je voulais vous parler d'un auteur et d'une collection aussi. Alors l'auteur c'est Jean-Paul Roux. Et il est connu cet auteur pour avoir écrit sur les Mongols, sur les Turcs, sur les peuples des steppes. Et il y a une collection chez Fayard qui est, qui est bien connue des amateurs d'histoire, hein, qui a toujours la même police sur le dos et la première de couverture, et qui est soit dédiée à des biographies, par exemple Jules César, Napoléon, que sais-je encore, ou à l'histoire de pays ou de peuples. Par exemple, histoire de l'Empire mongol, histoire de l'Inde, histoire de l'Asie centrale, histoire des Turcs. Et là, justement, je voulais vous parler de Histoire des Turcs. Alors, c'est un titre un peu trompeur, parce qu'en réalité, Jean-Paul Roux, comme il est spécialiste du monde turc, quand il dit Histoire des Turcs, déjà, c'est pas histoire de la Turquie, hein, c'est pas histoire des habitants de la Turquie actuelle, c'est vraiment l'histoire des Turcs, c'est-à-dire les tribus des steppes au nord de la Chine, entre les monts Altaï et le lac Takbatch là, en Sibérie, qui étaient cousins des Mongols et des Toungouzes, et depuis, on va dire, 3000 ans, quoi. Donc c'est l'histoire de ces différentes tribus, de ces différentes vagues successives qui ont déferlé sur le monde. Et d'ailleurs, il allie l'histoire des Turcs et des Mongols en réalité, parce qu'il estime que c'est deux peuples frères et que parfois certaines tribus avaient la lance sur d'autres, et que la tradition stépique, c'est que souvent il y a des alliances de tribus, et que à l'intérieur même des tribus turques qui pouvaient avoir des tribus mongoles, et que c'était le même rouleau compresseur quand c'était dans l'intérêt de tous. Et c'est pour ça qu'en fait ce livre est fascinant, l'histoire des Turcs là, c'est que ça remonte donc à la proto-histoire de ces peuples, même des Chinois par exemple, parce que pourquoi les Chinois ont fabriqué, ont construit pardon, la muraille de Chine, bah, c'est parce que c'était pour se protéger des barbares entre guillemets du nord. Et les barbares du nord, c'était les Yongnus, les premiers, hein. Les Yongnus, les Huns, les Turcs, les Mongols, les Mandchous, les Toungouzes, les Kitaï, et que sais-je encore. Et en fait, tout ça, pour Jean-Paul Roux, ça fait partie du monde turc, et en fait, il nous explique tout ça depuis le début. Et c'est une épopée, hein.
c'est une épopée turque. Et donc de cette époque jusqu'au moment où, par exemple, ils prennent le pouvoir dans l'Empire musulman quand la tribu des Seljoukides renverse les... Enfin, renverse. Prend le pouvoir et garde tout le temps en fantoche le calife abbasside. Et comme ça, de loin en loin, jusqu'au moment où une autre tribu, hein, les descendants d'Ousmane, qui vont devenir les Ottomans, fondent le fameux empire ottoman et plus tard la Turquie. Donc, ça se lit facilement, c'est un bon vulgarisateur et c'est d'une érudition incroyable pour emmagasiner toutes ces infos. Il faut quand même faire des exercices mentaux. Mais ce qui est cool, c'est que c'est le genre de bouquin qu'on peut relire plusieurs fois. Et en tout cas, pour l'été, si vous avez le temps et que vous aimez l'histoire, parce que dans ces conseils estivaux, là, j'essaye de brasser large et de ne pas parler que de romans ou d'enquête. Enfin, je vais essayer d'aborder tous les genres, parce que on peut aimer tous les genres ou on peut n'aimer qu'un genre. Donc, moi, j'aime manger des livres d'histoire et j'estime que si j'aime manger des livres d'histoire, il doit y avoir des mecs comme moi, hein, des gens comme moi plutôt. Donc voilà, l'histoire des Turcs. Et puisqu'on est dans le coin des steppes, eh ben, il a aussi écrit l'histoire de l'Empire mongol. Alors vous allez me dire c'est redondant un petit peu, peut-être, mais en tout cas, bah, c'est l'angle mongol cette fois-ci. Et de toute façon, l'Empire mongol à lui tout seul, parce que là, en fait, là, bien sûr, il fait un peu pareil, une histoire un peu du début, mais là, il appuie vraiment sur le moment Gengis Khanid, comme on dit. Et bah, c'est pareil, hein, c'est avec la même maestria et avec la même érudition, et c'est chez le même éditeur, chez Fayard. Et c'est des beaux bouquins à voir chez soi. Donc faites-vous plaisir. Et comme lui c'est un peu un ancien, je vais vous parler d'une petite nouvelle qui est arrivée dans le champ des études stépiques. C'est Marie Favreau. Alors elle c'est cool parce que dans une émission sur France Culture, là, le cours de l'histoire je crois, je l'avais écouté parce qu'elle a sorti un livre qui s'appelle la Horde tout simplement, il y a à peu près 2 3 ans. Et le truc c'est que bizarrement, pour vous dire qu'elle est considérée comme étant une vraie spécialiste du sujet, elle avait d'abord été éditée euh, dans le monde anglo-saxon. Je crois que c'est en plus les éditions d'Harvard ou un truc comme ça. Et 2 ans plus tard, finalement, on l'a eu chez nous, La Horde de Marie Favreau. Et elle prend un angle différent. Elle prend l'angle, parce que vous savez, on dit la Horde, et d'ailleurs, même ce mot, la Horde, dérive directement d'un mot mongol, Horda, qui a été repris par les Grecs, je crois. Mais la Horde, en fait, ça vient vraiment de leur vocabulaire à eux. Et donc, vous avez sûrement entendu parler de la Horde d'or. Et quand Gengis Khan est mort, malgré le fait qu'il y avait toujours un grand Khan, parce que Gengis Khan, ça voulait dire le Khan océanique, c'est-à-dire le grand roi, l'empereur qui était au-dessus des autres, il y avait toujours une division. Ils élisaient le grand Khan à chaque fois que le grand Khan mourait, mais ensuite ils s'étaient partagé le territoire de l'Empire en 4 hordes. Il y avait la Horde d'or, donc celle qu'on connaît le plus, celle qui a conquis la Russie en gros. Il y avait la Horde blanche, celle qui était en Sibérie, un peu plus au nord et à l'est. Et il y avait ce qu'on appelle les Ilkhanides, ceux qui ont pris le monde musulman, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé ensuite, surtout en Iran, et qui ont maîtrisé pendant un temps le califat. Et bien sûr, il y a eu avec le petit-fils de Genghis Kubilai Khan, ceux qui ont pris l'empire chinois. Donc ça faisait 4 hordes, et elle s'est spécialisée sur la horde de Jochi, un des fils de Genghis Khan, celle qui allait donner justement la horde d'or. Donc bien sûr, elle n'oublie pas les interactions avec les autres hordes, mais ce qui est intéressant avec son ongle, c'est qu'on apprend vraiment les mécanismes de gouvernance justement des Mongols et comment fonctionnaient les hordes à l'intérieur, toutes les strates sociales, toutes les interactions qu'ils avaient avec les autres tribus et avec ceux qu'ils gouvernaient, et en même temps les interactions qu'ils avaient avec les autres hordes. Et pareil, hein, c'est une érudition incroyable. Elle a voyagé à travers tous les pays que la Horde a ravagé. Elle a été dans les archives. C'est un boulot de fou.
Elle avait dit qu'elle se consacrait à un autre livre et je suis impatient de le lire, celui-là aussi. Donc voilà, pour les mondes stépiques. Mais bon, j'étais obligé quand même de vous parler du maître de la steppe, d'un très très grand historien, et un de ceux qui m'a fait découvrir ce monde en premier. J'en avais parlé hier, c'est René Grousset, qui a écrit le très fameux Empire des steppes. Et justement, l'Empire des steppes, c'est l'histoire de toutes les tribus à avoir chevauché sur les steppes du Pacifique à l'Adriatique. Et comme il le dit lui-même à un moment, ces empires perdus là, dont on n'a aucune trace aujourd'hui parce que c'était des nomades et des mecs qui galopaient à travers les steppes. Mais il y a des moments où il y a dû y avoir des empires faramineux, gigantesques, et on le sait même pas. Mais déjà pour ceux dont on a gardé la trace, c'est incroyable. Et lui, il remonte vraiment au début, quoi. Les premières tribus qui sont descendues de la toundra et qui ont abandonné le règne pour le cheval et qui ont commencé à aller rasier leurs voisins du sud, notamment les Chinois. Et donc justement des fameux Yongnu jusqu'aux Turcs, en passant par les Huns, en passant par les Mongols, justement, c'est les Scythes, les Cimmériens, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Alors bien sûr, il faut avoir peut-être un trope comme moi pour aimer ces peuples en particulier, mais moi j'adore ces peuples. J'ai toujours vu ça, là, ce monde des steppes, comme une espèce de matrice qui, justement, déversait sur le monde, tribu après tribu, après tribu, après tribu, avec toujours le même schéma d'organisation et de gouvernance, et qui était quand même super intelligent et qui a donné naissance à des empires. Parce qu'il n'y a pas que les empires des steppes. Souvent, justement, comme je vous le disais pour les livres de Roux, on se rend compte que euh, c'est ces sauvages, entre guillemets, ces nomades, ils ont gouverné mais quasiment tous les pays de la Terre. Ça, ils ont donné naissance à des dynasties en Inde, en Iran, en Irak, en Russie, en Chine, en Asie centrale. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce monde des steppes, il est vraiment fabuleux. Donc voilà, ça fait plusieurs bouquins sur le même thème. Prenez celui que vous voulez. Et un dernier. Il y a un professeur à l'INALCO, vous savez, l'Institut national des langues orientales, qui s'appelle Yaroslav Lebedinsky. Et lui, alors bon, rappelez-vous que du nom, parce que, bon, en face de moi, là, j'ai le livre qui s'appelle La Horde d'Or, donc c'est le même thème, vous pouvez prendre celui-là, mais lui, il a écrit un nombre incalculable de livres sur tribu par tribu, en fait, sur tous les habitants des steppes. Par exemple, hier, je vous parlais des Cimmériens, là, ce peuple mythique dont est issu Conan le Barbare. Bah, c'est le seul dont j'ai trouvé un livre qui a écrit un livre sur les Cimmériens. C'est le seul. Alors il a écrit sur les Scythes, il a écrit sur les Burgondes, il a écrit sur les Mongols, il a écrit sur les invasions barbares en Gaule, il a écrit sur tous les mecs qui ont monté à cheval et qui ont été des cauchemars vivants pour les autres peuples. Donc faites-vous plaisir. C'est un spécialiste, c'est un prof à l'INALCO, on peut lui faire confiance. Allez-y. Donc j'arrête pour les steppes. Hein, on va passer à un autre. Ah bah tiens, l'étagère du dessus, c'est l'étagère africaine. Alors, on me posait pas de questions, hein. Je sais plus comment j'ai rangé. Au bout d'un moment, elle a sa vie propre, la bibliothèque. Mais il y a un historien qui est devenu, il y a 2 3 ans, professeur au Collège de France, qui est le premier à avoir obtenu une chaire des mondes africains, qui s'appelle François-Xavier Fauvel. Et François-Xavier Fauvel, il avait écrit un livre qu'il a rendu célèbre, qui s'appelle le rhinocéros d'or. Pourquoi le rhinocéros d'or? Il est en couverture. Bah, c'est un petit rhinocéros d'or qu'on a trouvé en Afrique, presque du sud, là, et qui montrait qu'il y avait quand même un certain degré de civilisation dans une époque un peu reculée. Et ça a tellement bien marché qu'après c'est sorti en poche, et que là, l'année dernière, il y a eu une réédition augmentée encore, en grand format. Alors ce qui est cool avec Monsieur Fauvel, là, vous pouvez écouter les podcasts du Collège de France, hein, tous ces cours sont disponibles. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter tous les podcasts de tous les profs du Collège de France. C'est un conseil que je vous donne si vous aimez les podcasts. Moi, je les ai saignés dans tous les sens et j'en trouve encore aujourd'hui qui sont fantastiques. Mais donc, pour revenir au rhinocéros d'or, Fauvel, il a voulu démontrer que
contrairement à ce que la plupart des gens croient, et à ce qu'avait dit un de nos présidents dans un discours malheureux, que l'homme africain n'avait pas d'histoire. Et ben lui, il veut prouver le contraire, il veut prouver que l'Afrique a une histoire, et pas seulement empruntée à tous ceux qui les ont colonisés depuis l'Antiquité. Et d'ailleurs, moi, pour avoir lu ses livres et écouté ses cours, je trouve qu'en fait, il prouve le contraire. C'est malheureux, mais tous les peuples dont il parle, toutes les civilisations dont il parle, que ce soit euh, par exemple, justement le fameux Sansa Moussa là, avec l'Empire du Mali, ou que ce soit les cités éthiopiennes, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, ou que ce soit ceux de la côte orientale de l'Afrique, à chaque fois en fait, on peut pas dire le contraire, c'est des civilisations qui ont émergé, mais par contact en réalité, à chaque fois. Alors ils remontent aux Romains pour les premiers, mais ensuite que ce soit par les mondes de l'islam, ou que ce soit par la chrétienté, ou que ce soit par les Égyptiens, à chaque fois quand même, euh, et moi j'étais déçu, hein, le premier, mais ils parlent pas de civilisation originale euh, en Afrique, qui, euh, qui aurait été l'équivalent, je sais pas moi, des Grecs, des Romains, des musulmans, de qui vous voulez dans le reste du monde, quoi. Souvent, toutes les traces qu'on a archéologiques, c'est toujours après un contact qui a permis l'émergence d'une civilisation, après bien sûr originale, hein, avec ses propres caractéristiques, mais après un contact. Et alors après, peut-être que c'est parce qu'il y a des manques de sources archéologiques, hein. Je suis pas en train de dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, hein, loin de là, hein. Shaka Zulu, il a conquis un empire à lui tout seul, sans emprunter à personne, un des plus grands empires jamais conquis, enfin en superficie. Et c'était entre guillemets juste des mecs qui couraient avec des saguets et des boucliers, hein. Donc je dis pas qu'il n'y avait pas de civilisation en Afrique, mais lui, il voulait mettre le doigt sur le fait qu'il y avait vraiment eu entre guillemets l'équivalent de grandes civilisations comme dans le bassin méditerranéen par exemple, qui étaient vraiment sortis de nulle part presque, et qui avaient créé leur propre histoire. Et le problème, c'est que quand on regarde les sources archéologiques, dès que ça devient important, quoi, et entre guillemets intéressant, qu'il y a un certain urbanisme, un certain artisanat, des contacts avec d'autres, l'émergence soit d'une religion, soit d'un système de valeurs, en gros civilisationnel, quoi, conséquent, c'est toujours parce que c'était une espèce de syncrétisme entre les contacts extérieurs et la société africaine qui a eu ces contacts. Mais ça n'enlève rien en fait que c'est super intéressant. Mais j'ai toujours trouvé ça paradoxal que son but premier c'était de prouver que l'Afrique avait une histoire, et elle a une histoire, hein, mais qu'elle avait une histoire vraiment originale, et que finalement, dans tous ses cours et son bouquin, bah, au fond, c'est que des histoires de premier contact, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était juste histoire d'en parler. Mais en tout cas, c'est très bien comme bouquin. Et tiens, d'ailleurs, si vous aimez vraiment l'histoire, et que vous avez envie d'avoir des livres qui balayent une grande période temporelle et qui sont exhaustifs d'un point de vue des sources, et à la limite qui suffisent à eux-mêmes, et si vous lisez genre un, un livre par thème, c'est suffisant. Il y a les éditions Belin, ça fait peut-être 5 6 ans, ils ont sorti une collection qui s'appelle Mondes Anciens. Alors, ça continue, hein, ça sort à peu près, je sais pas, un par trimestre, on va dire. Et ça avait commencé par Préhistoire d'Europe. Il est extraordinaire, hein. Tout, que ce soit les cartes, les illustrations, les articles des historiens, parce qu'ils se mettent à plusieurs. Parce que là, en face de moi, j'ai justement celui concernant l'Afrique, qui s'appelle l'Afrique ancienne, de, de l'Acassus au Zimbabwe. Et d'ailleurs, c'est Fauvel aussi qui est directeur de collection de celui-là. Enfin, pas de collection, directeur de l'ouvrage, quoi. Et donc, ils ont fait Préhistoire d'Europe, ils ont fait 3 volumes sur Rome, ils ont fait 3 volumes sur la Grèce, ils ont fait un volume sur le Moyen-Orient, un volume sur le Japon, donc un sur l'Afrique. Je dois en oublier un ou deux.
Je regarde vite fait dans les autres étagères. Ah, ils ont fait la Mésopotamie. Là, on en a parlé hier, la Mésopotamie. Et malheureusement, c'est des livres qui sont chers. Ils existent en grand format. C'est toujours du 49 €. Et là, depuis un an ou deux, ils les sortent en semi-poche. Mais bon, c'est du 35 €. Par contre, c'est le genre de livre qui les vaut, quoi. Parce que comme je vous dis, à la limite, parce que moi, souvent, par période historique, j'ai souvent plein de bouquins sur le même thème, l'Empire romain, les Grecs, l'Afrique, etc. Mais par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous n'avez pas la volonté forcément de lire plusieurs bouquins sur la même période, bah ça c'est fantastique. Bon là c'est pas des conseils d'été, parce que vous allez pas embarquer un gros volume comme ça dans votre sac de voyage. Vous allez juste le flinguer pour le prix que ça coûte, ça vaut pas le coup. Mais c'était juste informatif et sachez que c'est une collection qui continue. Normalement je crois que le prochain ce sera Byzance. Et donc ouais ça couvre quand même pas mal de périodes et à chaque fois les directeurs de l'ouvrage en question c'est toujours des pointures. Par exemple pour le Japon là c'est Jean, Jean-François Souiri ou Jean-Pierre Souiri, j'oublie toujours. En tout cas c'est Souiri, c'est le plus grand spécialiste du Japon en France. D'ailleurs je vais vous parler d'un de ses livres là, juste après. Donc pour l'Afrique c'est Fauvel, et j'ai pas sous les yeux les autres, mais bon, à chaque fois, c'est une pointure. Donc revenons à nos moutons. Ça vous en fait deux pour l'Afrique, là, et justement on parlait du Japon. Donc vous pouvez prendre celui sur le Japon. Sinon, il y a Sueri qui avait écrit à un moment donné un livre qui s'appelait Le Monde à l'envers. Alors c'était aux éditions Maisonneuve-la-Rose. Malheureusement, ces éditions n'existent plus, mais pour tous les mangeurs de livres, là, les vrais passionnés de bouquins, Maisonneuve-la-Rose, ça a été un éditeur qui nous a comblés pendant des années. C'était un éditeur pointu à chaque fois sur des thèmes. Justement, ça balayait toute l'histoire du monde, la sociologie. Des fois, c'était des essais sur de la science-fiction, sur des objets littéraires. En tout cas, Maisonneuve-la-Rose, c'était vraiment, vraiment, vraiment une maison d'édition pointue et que les bibliophiles, enfin pas forcément les bibliophiles, mais en tout cas les amateurs de livres, euh, bah, aimaient acheter des livres, quoi. Et donc, comme cette maison d'édition a disparu pendant un moment, bah, l'ouvrage de Souiri était devenu super rare. C'est un ouvrage qui explique en fait l'apparition des samouraïs et la raison pour laquelle il y a eu des samouraïs au Japon et ensuite toute leur histoire. Ça s'appelait Le Monde à l'envers. Et heureusement, il est sorti en poche chez Tempus, je crois, lui aussi. Et donc maintenant, il est dispo. Il est dispo. Et Tempus, en général, c'est à peu près 10 balles le bouquin. Mais là, 10 balles, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, et ça, par contre, vous pouvez le prendre en vacances avec vous. C'est vraiment cool comme bouquin. Donc on continue. Ah, pour ceux qui ont envie de s'intéresser un petit peu au monde musulman, il y a une dame qui s'appelle Sabrina Mervin, et qui est une contemporaine, hein, qui est encore vivante, qui est encore active, qui, je crois, partage son temps entre la France et le Maroc. C'est une universitaire, et elle a écrit un bouquin qui s'appelle tout simplement L'Islam, ou la découverte de l'islam, je crois, qui est disponible chez Flammarion, Champ Flammarion, vous savez, les petits poches jaunes. Et bah justement, ça, c'est un livre qui est pas très épais, mais qui est fantastique si vous avez envie d'apprendre l'histoire de l'islam par une universitaire, donc sans œillères, sans biais, sans dire que les musulmans c'est des fous terroristes qui appliquent à la lettre leur livre sacré qui dit qu'il faut tuer que tout le monde, hein, parce que c'est pas ça. Et qui est pareil, hein, super érudit, mais super accessible. Et qui est suffisant pour se faire une idée de ce qu'est l'islam. Et pareil, chez Pluriel et en poche, dans le même format, il y a un classique du genre qui s'appelle, pareil, l'islam, et de Claude Cahun. Claude Cahun, c'est un grand, grand islamologue. À l'époque, on ne les appelait pas encore islamologues, on disait que c'était des orientalistes. D'autres fois, son livre a été édité, réédité 1 million de fois. Et pareil, c'est un classique. C'est un livre de référence. Sinon, récemment, il y a John Toland qui a écrit
une nouvelle histoire de l'islam. Et lui, c'est un universitaire, un anglo-saxon, mais qui est à l'université de Bordeaux, je crois. Et pareil, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est penché sur toutes les sources récentes. Parce que pendant longtemps, en réalité, quand on voulait faire une histoire de l'islam, bah, on n'avait pas beaucoup le choix. Il n'y avait pas beaucoup de sources archéologiques et même historiques. C'était un peu compliqué. Bon, bien sûr, au bout d'un moment, il y a des historiens comme Tabari, il y a des sources, hein. Mais lui, il a voulu, c'est un, j'allais dire un moderne, c'est un professeur d'aujourd'hui, quoi. Il a complètement revu sa méthode. Et donc, puisque depuis quelque temps, on a accès enfin au trésor archéologique de la péninsule arabique, parce que le gouvernement a enfin accepté d'ouvrir aux archéologues, et donc déjà ça joue, et parce que aussi pendant longtemps, sinon il fallait, euh, pour un historien, c'était compliqué de juste se baser sur les sources religieuses, en réalité, ce qu'on appelle les hadiths, la tradition prophétique, etc. Donc lui, en fait, il a compilé tout ça, l'archéologie, les sources historiques pures, hein, les chroniques, les historiens arabes, les historiens occidentaux à partir du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, plus les sources religieuses. Et on pourrait se dire que c'est ardu après comme bouquin à digérer, mais non. Et ça aussi, ça vient de sortir en poche, donc alors que c'est sorti qu'il y a un an. Donc ça fait 3 bouquins qui sont petits, qui sont digestes, qui sont faciles d'accès, si vous avez envie d'apprendre l'histoire de l'islam et ensuite de l'émergence de l'Empire à un moment donné. On passe à quelqu'un d'autre, enfin une autre période historique. Hmm. Ah oui, oui. Il y a un bouquin sur Rome, justement, pareil, c'est un petit poche. C'est un auteur qui est devenu célèbre avec ce livre. C'est un historien qui s'appelle Alberto Angela. Et en fait, c'est même une espèce de trilogie qu'il a fait à partir de ça, mais c'est disponible en poche chez Payot. Ça s'appelle tout simplement Empire. Et quel angle il a pris, lui, pour nous raconter, pour nous expliquer l'Empire romain? Eh ben, on suit une pièce, un sesterce, vous savez, la monnaie de l'époque, comme dans Astérix. Du moment où il est frappé à Rome, et où on l'envoie d'abord euh, chez une légion, enfin dans un fort, il est tard encore à chaque fois. Il faut que j'arrête de vous faire des podcasts la nuit parce que je bafouille trop. Bref, on l'envoie d'abord en Angleterre, enfin en Bretagne à l'époque, là. Puis après, il passe de main en main, et jusqu'en Égypte, jusqu'à la frontière perse, en passant par le sud de la France, en passant. Et à chaque fois, donc, ça change de lieu, ça change de main, ça change de type de personne qui s'en sert, et il nous raconte toute la vie de Rome, à peu près au deuxième siècle, sous Trajan, à l'apogée de l'Empire. Et ça, c'est fantastique comme angle. Et pour nous parler de manière, pareil, c'est plutôt sympathique et facile d'accès pour l'histoire romaine, quoi. Donc c'est pas mal. Hmm. Allez, on change de genre. J'ai sous les yeux Tokyo Vice. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose parce que là, sur Canal+, il y a la deuxième saison qui est sortie. Mais c'est quoi Tokyo Vice? Tokyo Vice, c'est écrit par un journaliste américain qui s'appelle Jake Edelstein. Et moi, je me rappelle, je l'avais lu dès que c'était sorti parce que j'avais écouté un podcast d'une émission, pareil, de France Culture, qui s'appelle Mauvais Genre, où ils en avaient parlé. Je m'étais dit non, c'est pas possible, ça c'est un planétari justement. Hein, pour ceux qui ont écouté hier, ils savent ce que c'est un planétari. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est un jeune journaliste, enfin à l'époque même pas journaliste, étudiant américain qui arrive à obtenir une bourse pour aller étudier au Japon. Et en fait il se plaît tellement au Japon et il maîtrise tellement bien le japonais que à la sortie de la fac il postule pour le plus grand quotidien du Japon. Non, là j'ai oublié le nom, mais qui en plus à l'époque était le journal qui avait le plus grand tirage au monde. Parce qu'apparemment au Japon ils lisaient tous le journal, mais vraiment tous. Et il est accepté dans le journal. Alors bien sûr, hein, c'est un gaijin, c'est un étranger, au début c'est un peu compliqué pour lui quand même, et on le met à la rubrique des chiens écrasés et tout ça, mais petit à petit, tout doucement, il nous explique comment
il commence à se faire une place, comment il commence à avoir des contacts et avec la police et avec les Yakuza. Et il va être à un moment le meilleur journaliste dans ce qui concerne les Yakuza justement. Et surtout le Yamaguchi Gomi, là, le plus grand clan des Yakuza. À tel point qu'à un moment donné, sa tête va être mise à prix. Il y aura un contrat sur ta tête, il devra se sauver, il devra retourner aux États-Unis, se cacher, sa femme, son fils et tout. Bon, apparemment, ça s'est calmé parce que on a adapté son histoire en série. Je le vois des fois dans des documentaires maintenant. D'ailleurs, même à se demander si on n'avait pas peut-être rajouté un petit peu. Bon, en tout cas, au moment où je l'ai lu, ça avait l'air véridique son truc. Et on peut même dire que c'est un diptyque parce que très peu de temps après, il a écrit le dernier des Yakuza. Et le dernier des Yakuza, c'est l'histoire d'un Yakuza justement dont il parle dans Tokyo Vice, avec qui il se lie d'amitié et qui va lui servir de garde du corps en fait. Et qui lui demande juste une chose en échange, c'est que si jamais il meurt dans l'exercice de ses fonctions, bah, il doit lui promettre d'écrire son histoire. Donc il a écrit son histoire, je vous dirai pas s'il est mort ou pas finalement, mais... Et franchement, moi ça m'avait retourné le cerveau, hein, parce que pareil, les Yakuza, pour tous ceux justement qui lisent des bouquins là-dessus depuis qu'ils sont petits, ou qui regardent des films, c'est quand même un truc mythique, parce qu'en même temps c'est des gangsters, en même temps au Japon c'est bizarre, ils ont pignon sur rue, en même temps il y a un code d'honneur à l'ancienne, en même temps il y a les tatouages, bon, c'est un truc mythique. Et qu'un gaijin arrive à mettre sa tête dedans et à nous en parler comme ça et à s'introduire vraiment à ce point-là dans le milieu, bah c'était extraordinaire. Alors j'ai vu là qu'il y a un mois ou deux, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Tokyo Detective. Et genre là, soi-disant, il est devenu détective au Japon. Là, je vous avoue que là, j'y crois plus. Je l'ai pas lu, hein. Peut-être que c'est juste de la médisance. Mais quand même, le mec, il avait un contrat sur sa tête, il était recherché. À un moment donné, vraiment, on devait même pas savoir où il était. Même quand il a écrit le bouquin, c'était encore chaud et tout. Bon, je veux bien croire que ça soit calmé au bout d'un moment, mais bon, il retourne pas au Japon faire le détective quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, là, c'est vraiment juste un ressenti, hein. Mais ça m'annule presque l'intérêt que j'avais au début pour le bouquin. Mais je veux pas. Bon, j'aurais peut-être pas dû vous le dire, mais je veux pas vous influencer parce que Tokyo Vice c'est vraiment bien. Et en plus là c'est un vrai conseil d'été. Prenez-le, c'est un petit poche, ça vaut pas cher, ça se lit super vite, à la plage, au bord de la piscine. Et qu'il en ait rajouté ou non, en tout cas c'est parce qu'après il y a d'autres gens qui se sont penchés sur l'histoire, hein. Et justement, moi dernièrement sur Arte j'ai vu un documentaire sur les Yakuza où il n'y avait pas que lui qui parlait, mais quand même en gros il y a personne qui a dit qu'il a menti ou que qu'en tout cas les informations qu'il donnait étaient fausses quoi. Ça reste toujours un témoignage de première main et à côté de ça aussi, ce qu'il a accompli lui personnellement, bah, il n'y a que lui qui a réussi à le faire quand même. Parce que vous savez, la société japonaise elle est super fermée. Pour réussir déjà à y vivre, à obtenir un permis de séjour là-bas, à travailler avec eux, c'est super dur. Encore maintenant, c'est compliqué alors qu'ils ont besoin d'immigrer. Ils commencent juste à s'ouvrir un petit peu. Mais lui, c'est fabuleux hein, de maîtriser le japonais, de travailler dans le plus grand journal du Japon et finalement de devenir le spécialiste du, du- du crime organisé. Même si après, c'est pas vrai qu'il ait eu un contrat sur la tête ou pas. Enfin, juste ça, déjà, c'est fantastique. Donc, je vous le conseille. Je vous le conseille. Et dans le même genre, pareil, il y a une série. Ah, pareil, c'est une série de fous. Moi, d'ailleurs, ce podcast, il s'appelle L'amour des livres, mais je pense que au bout d'un moment, ça va être l'amour des livres, l'amour des films, l'amour des séries, l'amour des comics, enfin bref. À chaque fois qu'il y aura un truc que je kiffe, je vous ferai un podcast dessus. Mais on n'est pas encore là. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Mindhunter. Malheureusement, 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 comme c'est souvent le cas pour les bonnes séries, ça s'est arrêté. Je pense pas qu'il y aura une saison 3. Il y a 2 saisons, mais déjà elles sont fantastiques ces saisons. Et c'était David Fincher qui avait fait cette série. Et le truc c'est que donc cette série elle montre quoi? Elle montre le premier agent du FBI aidé par une psychologue qui met au point en fait le concept de tueur en série de psychopathe là. Et
dans les années 50, je crois, 50, 60. Et au début, bah, bien sûr, hein, personne ne le croit, tout le monde le prend pour un fou. Lui, il commence à aller voir les tueurs qui sont emprisonnés à travers les États-Unis, tous les tueurs qui ont à peu près le même profil, qui ont tué plusieurs fois, avec le même modus operandi. Et donc lui, il pense qu'il tient quelque chose. Donc la série, elle explique son parcours. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, cet agent du FBI, aidé par un journaliste, il a écrit en fait, il a écrit son histoire, la liste de... Pareil, genre, comment il a mis au point sa théorie, comment il a enquêté, et ça s'appelle tout simplement Mind Hunter. Donc c'est John Douglas et Mark Holshaker. Et bah franchement, alors moi j'avais vu la série, donc ça fait double effet qui se coule, parce que quand je lis ces témoignages et comment il a mis au point son truc, bah, j'avais les images de la série. Parce que pour une fois, c'est une série qui est assez accurate. Bon, ils ont rajouté des personnages qui n'existaient pas, mais en tout cas, en ce qui concerne lui, même sur des détails, à un moment donné, il a des crises d'angoisse de fou parce qu'il se rend compte qu'il a touché quelque chose de vraiment plus grand que lui. À un moment, il y a un des tueurs là, dans une prison qui se moque un peu de lui, qui le mène en bateau, mais à un moment qui lui dit on est des milliers aux États-Unis. Vous avez pas capté qui on est, vous savez pas. On est plein, comme moi. Genre, vous m'avez attrapé, mais les autres, vous les avez pas attrapés. Et quand il lui dit ça, il lui dit de manière super calme, et l'autre, il se rend compte que là, il joue pas avec lui. Enfin, il joue dans le sens pour lui faire peur, mais il lui dit la vérité. Là. À travers toutes ces machinations et tout ça, là, il lui dit la vérité, et l'autre, ça le déstabilise complètement, parce qu'il se dit, ok, j'ai trouvé un nouveau concept, en gros, j'ai trouvé une nouvelle race de tueurs. Mais on est dépassé, pour l'instant, il n'y a que moi qui crois, et ça doit adorer en plus. Ils sont peut-être pas des milliers, mais ils sont sûrement des centaines. Et comment je vais faire pour faire comprendre à ma hiérarchie qu'il faut mettre au point une nouvelle technique d'enquête et une nouvelle façon de procéder, mettre au point justement le profilage là. C'est lui aussi avec le profiler, ça va être les premiers. Ben, en tout cas, pareil, c'est un petit bouquin, hein, il doit faire 300 pages, ouais, un truc comme ça. Et bah, là, éclatez-vous, hein. Éclatez-vous, éclatez-vous, éclatez-vous. C'est une série Netflix entre vos mains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là je le fais un peu. Ouais. Ah oui, tiens, c'est ça qui est bien quand on parle alors qu'on est dans sa bibliothèque. Dès qu'on laisse errer son regard, on tombe sur un truc qui nous rend fou. Ah, là, je vais vous parler d'un livre. Un livre qui est d'un personnage qui m'ont rendu fou, qui me rendent fou, qui me rendront toujours fou. Je vous avais dit dans une des parties là sur les conseils, quand je vous avais parlé du monde du fleuve de Philippe Joseph Farmer, que j'étais reconnaissant à cet auteur de m'avoir fait découvrir un homme qui s'appelle Richard Burton. Pas Richard Burton l'acteur, Richard Francis Burton, l'explorateur anglais. Et donc, bah justement, quand j'avais lu du fleuve et que j'avais découvert que cet homme existait, je commençais un petit peu à gratter, à chercher s'il y avait des livres sur lui. Bah, bien m'en a pris parce que non seulement il y a des livres sur lui, mais lui aussi il a écrit des livres. Et déjà il y a une biographie pardon, sur lui chez Phébus qui s'appelle Un diable d'homme de Fawn Brody. Déjà, je vous encourage, si vous ne devez lire qu'une seule biographie dans votre vie, je vous encourage à lire cette biographie parce que la réalité dépasse la fiction à 1 milliard de pourcents. Francis Burton, pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a découvert les sources du Nil avec Speke. C'est celui qui a réussi à s'introduire à la Mecque en se faisant passer pour un maître soufi, alors qu'à l'époque c'était totalement fermé. C'est celui qui a mené une enquête dans des bordels au Pakistan pour l'armée anglaise. C'est celui qui s'est introduit aussi à Salt Lake City chez les Mormons à l'époque où pareil c'était fermé. C'est celui qui a traduit le premier Les Mille et Une Nuits et le Kama Sutra. C'est un homme incroyable. Et dans ce livre, Un diable d'homme, vous avez donc son histoire de sa naissance à sa mort. Et pour vous en parler vite fait, de toute façon je pourrais vous en parler des heures et n'effleurer que la surface. C'est un bon gros bouquin, mais on peut se perdre dedans et franchement les vacances, c'est la période
rêvé pour lire ça parce que on peut le lire d'une traite. Enfin, d'une traite dans le sens d'un seul coup en plusieurs fois, mais sans avoir à le poser, à l'oublier, à revenir. Et on peut vraiment s'immerger dedans. Donc, au siècle dernier, notre ami Sir Richard Francis Burton est dans une famille aristocrate mais désargentée anglaise. Et comme son père est un officier de carrière mais un peu en disgrâce, il reste pas en Angleterre, il grandit en France. Et c'est là qu'il découvre qu'il a des dons pour les langues. Il apprend le français avec sa nounou. À un moment, il passe en Italie, il apprend l'italien, il apprend le latin. Et finalement, quand son père décide de l'envoyer à Oxford parce qu'il est temps, euh, justement, c'est là qu'il va commencer à apprendre le latin et le grec ancien. Et il y a une anecdote, par exemple, lui, comme il avait été à Naples et il a vécu en Italie un moment, et, il parlait encore une forme de latin moderne pour l'époque, quoi. Et quand ses profs lui apprenaient le latin, ben, il leur disait ben non, vous dites n'importe quoi, moi je parle latin, j'y étais. Euh, Bien sûr, l'italien existait déjà, hein, mais il était persuadé qu'en fait, lui, le latin qu'il avait appris en Italie était plus proche du vrai latin. Et comme à un moment donné, ses profs de latin le méprisent, ben, il décide de lâcher le latin et d'aller apprendre la langue la plus dure qui était disponible à Oxford, et c'était l'arabe. Il y avait un prof perdu d'arabe, le pauvre, et il est parti le voir, et il a appris l'arabe en très peu de temps, au point même qu'il avait dépassé son maître. Tout ça pour dire que après, à travers sa vie, ça va l'aider parce que je crois qu'à la fin, il avait comptabilisé un total de genre 47 langues et dialectes. Il avait dit une fois dans une soirée mondaine à Londres, justement avec des gens qui le méprisaient un peu, il avait oublié plus de langues qu'il ne s'en rappelait. Mais il n'y a pas que ça, hein. Par exemple, c'est devenu un maître escrimeur et il a écrit un manuel d'escrime qui est encore vendu aujourd'hui et qui est encore considéré comme un des meilleurs manuels d'escrime de tous les temps. Euh, donc il était bon dans plein de choses. Après, donc, il a suivi la carrière paternelle, il s'est engagé dans l'armée, il a été tout de suite affecté en Inde. Euh, Pareil, il a appris le ourdou tout de suite. À la différence des autres officiers, lui, il allait euh, grimer en indien, il allait vivre avec les autochtones. C'est pour ça que un de ses officiers lui avait donné la mission d'aller voir si c'était vrai que les, les Anglais perdaient leur temps dans les bordels du Pakistan, enfin de ce qu'allait devenir le Pakistan. À un moment donné, il tombe malade, il est à Goa en convalescence et il voit qu'il y a des singes. Et en fait, c'est le premier primatologue, il a compris que les singes avaient un langage. Et encore aujourd'hui, il avait découvert plus de signes que les primatologues d'aujourd'hui en ont découvert. À un moment, il dit j'aurais découvert genre 42 signes ou un truc comme ça, alors qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre 42. Euh, Plein de choses comme ça. Pareil, donc pendant qu'il était en Inde, il apprend le ourdou, il apprend le hindi, il s'intéresse au Kama Sutra et il est le premier à le traduire vraiment en entier. Quand il revient à Londres, ça fait scandale, mais lui, il adorait faire scandale. Son rêve absolu, c'était de devenir ambassadeur à un moment donné. Il a d'abord été un grand explorateur. Et ce qu'il a mis sur la carte, c'est qu'à un moment donné, donc, il part avec un autre militaire qui s'appelle Speck. Et il cherche les sources du Nil. Et juste ce moment déjà là, c'est incroyable. D'ailleurs, il a vraiment écrit aux sources du Nil. C'est disponible aussi chez Payot. Ce qu'on a de disponible de lui en France, c'est aux sources du Nil, Voyage à la Mecque, et je crois Voyage chez les Mormons. C'est les trois, je crois, qui sont disponibles. Et il faut les lire ça aussi, hein. C'est des petits poches qui sont disponibles chez Payot, ça vaut rien. Et c'est incroyable. Et juste ce truc parce que finalement, c'est Speck qui va vraiment découvrir la vraie source. Parce que il tombe malade à tour de rôle et à un moment, Speck, en fait, il le trahit un peu. Et il va le premier sur la source. Mais l'anecdote la plus marquante de ce voyage, c'est qu'à un moment, ils sont malades. Il y en a un qui est aveugle, il y en a un qui arrive plus à se déplacer. C'est la fameuse fois où dans le désert, il y a une tribu qui lui balance une sagaie qui lui traverse le visage de part en part et il gardera des cicatrices toute sa vie sur les joues.
Et donc à un moment, comme ils ont plus rien, ils ont plus de vivres, ils ont plus de médicaments, ils ont rien, ils ont plus de tente, et ben celui qui est aveugle, il met celui qui peut plus marcher sur ses épaules pour qu'il puisse le guider, et il traverse le désert comme ça. Et c'est pas genre, c'est pas faux, c'est vrai. Ils sont vraiment rentrés comme ça jusqu'au premier avant-poste, au premier village possible. Donc vous voyez déjà le genre d'homme que c'était, quoi. C'est incroyable. Et peut-être que là je vous donne pas envie parce qu'il est tard et je bafouille, mais c'est j'adore ce mec. J'adore ce mec. Il a fait trop de trucs dans sa vie. Pareil, à un moment, il s'intéresse, quand il est encore en Inde, il s'intéresse à l'islam, parce qu'il est dans le sud en convalescence, et comme il connaissait déjà l'arabe, il lit le Coran. Et il a fait une traduction du Coran aussi. Et il va voir un maître soufi, il s'initie avec lui, il devient lui-même maître soufi. Et quelques temps après, c'est pas le premier à être entré à la Mecque. Il y avait, je crois, je sais plus si c'était un Allemand ou qui avait réussi avant lui. Mais bon, quand même, c'était quand même super dangereux et quasiment impossible de le faire. Et finalement, il va dans une caravane, il met un turban, une djellaba. Comme il parle parfaitement arabe, personne le calcule, mais il parle vraiment avec. Parce que n'importe quel occidental qui apprend l'arabe, il y aura toujours un accent occidental. Lui, non. Il arrive même à avoir un accent de l'endroit où il a appris l'arabe, quoi. Et comme en plus il est vraiment versé dans le soufisme et qu'il arrive à un niveau de connaissance du Coran, bah en fait les mecs ils le prennent pour un jurisconsulte, quoi, un vrai savant. Donc il va tranquillement, il rentre à la Mecque, il fait son pèlerinage, il revient. Ce qui est quand même hallucinant. 50 minutes. Bah allez, je vous en donne un dernier pour la route, parce que c'est le même genre de personnage mais en femme. Il y a un petit poche qui est sorti il y a pareil 2 3 ans qui s'appelle Gertrude Bell. Et Gertrude Bell, bah en fait c'est Burton en femme. C'est pareil, c'est une anglaise, une des premières femmes à avoir été à Oxford, à avoir obtenu un diplôme à Oxford, une fille de la haute bourgeoisie anglaise, ce qui lui a permis de ne jamais travailler, de voyager autant qu'elle voulait. C'est, vous savez, les aventurières du désert, là, la période entre la fin du 19e et le début du 20e, où il y a eu quelques anglaises qui ont été folles, qui ont, c'est comme Alexandra David Neal pour le Tibet ou, et la Maillard pour la Chine. Enfin, mais le truc de Gertrude Bell, c'est qu'elle a été connue pour être une vraie Amazone, quoi. Déjà, c'était une femme. Enfin, c'était comment on dit, une tête bien faite et enfin, c'était un cerveau et un physique, quoi. Elle est connue pour avoir été une tempête rousse euh, qui avait tous les hommes de la bonne société anglaise à ses pieds, et en même temps une aventurière et d'une intelligence et pareil avec un don des langues incroyable. Elle se baladait dans le désert entre la Syrie et l'Irak avec son serviteur libanais, je crois, mais toujours avec une baignoire portative des malles de toilettes anglaises, nickel. Et elle a été faite prisonnière par un émir en Arabie, mais elle a réussi à lui retourner le cerveau, elle s'est sauvée. Et c'est à elle qu'on doit la constitution de l'Irak, par exemple. Quand il y a eu les accords Sykes-Picot, elle connaissait justement les descendants de l'ancien imam de la Mecque, qui était en fait l'ancêtre de Hussein de Jordanie aujourd'hui, c'est comment on les appelait, les shérifs. Et donc par accord, normalement, vous savez que Laurence d'Arabie, d'ailleurs Laurence d'Arabie a été son amie, et quand elle est morte, il était malheureux comme les pierres, et il avait écrit une lettre à sa mort qui était super élogieuse. Et justement, là, l'odyssée de Laurence d'Arabie, bah, c'était avec les anciens shérifs de la Mecque qui avaient été justement euh, détrônés par les Ottomans, et en échange de leur aide, les Anglais leur avaient promis un royaume. Et il y avait 2 frères qui étaient héritiers. Donc il y en a un qui avait hérité du trône de Jordanie, et finalement, par fidélité à cette famille, elle avait réussi à négocier avec les autorités anglaises, donc quand même, pour dire qu'elle avait du poids. Euh, la constitution d'un État irakien avec à l'époque un roi. Et d'ailleurs, elle a fini ses jours en Irak et on l'appelait la Dame de Bagdad. C'est elle
qui a été la créatrice du musée de Bagdad, le premier musée de Bagdad avec toutes les richesses mésopotamiennes et islamiques qu'il y avait dedans. Et, donc c'est une femme au destin fabuleux et incroyable. Donc vous avez le choix entre Gertrude et Francis, mais ne choisissez pas, prenez les deux, mangez les deux et éclatez-vous. Bon été à tous, je vous remercie de m'écouter malgré mes bafouillements, mes bafouillages, mes podcasts tardifs. Mais bon, c'est que de la passion et c'est que de l'amour. C'est juste pour partager avec vous, mes frères et mes sœurs livrevores. Donc j'espère qu'on se retrouvera sur les ondes des podcasts et que vous aurez la gentillesse et l'amabilité de me mettre des étoiles, des commentaires, de vous abonner pour que ce podcast puisse décoller un petit peu. Parce que sincèrement, et je dis pas ça avec une once de méchanceté ou d'envie ou de récemment là, parce qu'au début c'est vrai, hein, les podcasts les premiers c'était juste des essais pour voir si j'étais capable déjà de balancer un podcast sur le web parce que je suis un vieux de la vieille et que c'est pas ma sauce internet. Alors je sais que par exemple au niveau du son par exemple c'est pas encore ça parce que j'ai un vieux micro qui enlève pas les bruits de bouche. Mais bon, je vous ai dit là quand j'étais arrivé à une douzaine à peu près de podcasts, j'ai commencé à regarder le classement, à regarder s'il y avait d'autres podcasts qui parlaient de livres comme ça spécifiquement. Et bon bien sûr, hein, ils sont mieux léchés que les miens. Il y a une belle introduction musicale, il y a une outro pareil. Ils ont préparé à l'avance ce que je fais jamais, ce que j'avais promis de faire, mais bon comme là c'est des conseils. Après je vais m'y mettre. Pas de conducteur, rien, je sais. Mais en réalité, alors bien sûr, pas tous, il y en a certains qui sont carrés, je peux rien dire. Mais il y a quand même un nombre incroyable de podcasts où c'est pas très sérieux quand même. On vous dit ah ben il était très bien ce livre, ah c'était super, ah ben, ça dure 5 minutes, enfin je sais pas. Et pourtant, ils sont plutôt bien notés et on les trouve tout de suite quand on les cherche. Alors je sais bien que les algorithmes des plateformes sont mystérieux, en tout cas pour moi. Et encore une fois, c'est pas pour dénigrer, hein, c'est juste que bah, je me demande, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment attendre longtemps avant qu'un podcast commence à avoir beaucoup d'auditeurs? Est-ce qu'il faut avoir l'intérêt ou est-ce que le contenu n'est pas très important finalement? Est-ce que c'est plus l'emballage qui compte? Justement, s'il y en a qui m'écoutent, dites-moi, faites des commentaires, soyez cool. C'était peut-être pas très judicieux de parler de mes collègues podcasteurs ainsi, mais encore une fois, c'était vraiment pas avec une mauvaise intention, c'était juste une interrogation d'un vieux, d'un d'un mec qui comprend rien à Internet. Bon, allez. Et j'espère en tout cas que les conseils que je vous ai donnés vous ont plu et que vous testerez les livres dont je vous ai parlé parce que ça vaut vraiment le coup. C'est de vrais bons livres. Et la base de ce podcast, c'est ça en fait, c'est de partager. Partager les vrais bons livres, les, les vrais bonbons, les vraies pâtisseries littéraires. À bientôt.